Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans notre grande édition de ce soir. Donc voici le sommaire. La cérémonie du lancement du fonds Équipe France Coopération Administrative avec la République centrafricaine. Le coup d'envoi de la conférence a été donné par le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Molowa. L'entreprise américaine Aigle Business Solutions a effectué une mission à Boili Poste dans le village Mandjo pour lancer les travaux de la construction du nouveau aéroport dans le temps indiqué par les experts. Dans peu de temps, vous aurez plus de détails. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a été reçu hier mercredi 4 juin 2025 au siège du Conseil européen à Bruxelles par son président, le Portugais António Costa. Cette rencontre solennelle a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et l'Union européenne. Reportage d'Hippolyte Marois de la presse présidentielle. Accueilli au siège du Conseil européen dans le cadre de sa visite officielle à Bruxelles en Belgique, le président Faustin Archange Touadéra a participé à une réunion élargie aux membres de sa délégation et ceux du cabinet du président du Conseil européen, puis à un tête-à-tête avec ce dernier. En prenant la parole, le chef de l'État a d'abord remercié le président du Conseil européen pour tous les efforts déployés par l'Union européenne au profit de la République centrafricaine avant de plaider pour la consolidation de cette coopération à travers des appuis multiformes allant du financement des projets d'électrification de la capitale, de la construction du pont relié à Bangui à la ville congolaise de Zongo, le financement des élections locales, l'appui à l'APPR RCA et au processus de Luanda, ainsi que la mission civile de l'EUAM pour renforcer l'outil de défense et de sécurité intérieure de la République centrafricaine. Une gamme d'appuis qui seront chapeautés par le Programme national de développement RCA 2024-2028. Des préoccupations qui ont reçu une réponse favorable de la part du président du Conseil européen, M. António Costa. À noter que le Conseil européen est l'organe exécutif suprême de l'Union européenne qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union. Il fixe la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne en tenant compte des intérêts stratégiques de l'Union et de ses implications en matière de défense. La délégation centrafricaine conduite par le président de la République était composée de la ministre des Affaires étrangères Sylvie Notefei née Baipotémon, du ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence Obed Namsio, du ministre conseiller porte-parole de la présidence Albert Yalokemokbem, de l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de l'Union européenne Daniel Emery Dédé et de l'ambassadeur directeur général du protocole d'État Freddy Mapuka. Comme je l'annonçais au titre, la cérémonie du lancement du fonds Équipe France Coopération Administrative avec la République centrafricaine, le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Molowa, en présence de l'ambassadeur de France en Centrafrique, Bruno Fouché, et du ministre de la fonction publique, Marcel Dimassé, et d'autres personnalités conviées pour la circonstance. Reportage du Junior Maliavo avec Roland Mandekouzu. La fonction publique est la colonne vertébrale de l'État. C'est ainsi que le fonds Équipe France Coopération Administrative avec la République centrafricaine propose de consolider l'administration d'État centrafricain. Ce projet s'inscrit ainsi dans le chemin tracé par la feuille de route endossée par les présidents Faustin Archange Touadéra et Emmanuel Macron le 17 avril 2024. C'est un projet important de formation des hauts fonctionnaires centrafricains qui fait suite à des projets qui sont déjà anciens, qu'on appelait Tamboula, qui ont commencé en 2017, qui sont en train de se terminer. Et nous sommes en train de lancer une nouvelle étape qui vont permettre de former des formateurs centrafricains qui vont prendre le relais des formateurs du programme de Tamboula. C'est un programme qui a été co-construit avec le ministère de la fonction publique et avec le ministre lui-même, où nous avons été à l'écoute des besoins des Centrafricains pour former une fonction publique qui constitue la colonne vertébrale des États
moderne. Et ce programme aussi inclut la rénovation de plusieurs salles importantes dans lesquelles les formations auront lieu, à l'ENAM bien sûr, mais également, comme je l'ai dit, au Conseil d'État, dans la grande salle d'audience qui sera rénovée pour permettre à cette institution de briller à nouveau. Ce programme de 2 ans est d'une valeur de 657 millions de francs CFA, se décline en 3 objectifs opérationnels: mieux former les agents, appuyer la réforme de la gestion des fonctionnaires, renforcer les corps de contrôle de l'État. Autre fait de l'actualité, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie, Maître Thierry Patrick Akoloza, a effectué une visite de travail avec sa suite le mercredi dernier au sein de la société Palme d'Or ainsi qu'à la brasserie Mokaf à Bangui. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi régulier de la promotion et du développement des entreprises industrielles en République centrafricaine. Reportage signé Giscard Dimanche et Rodrigue Feitel. Cette série de visites s'inscrit dans la continuité de la mission que lui a assignée le gouvernement centrafricain. Elle a tout d'abord conduit le membre du gouvernement à la société Palme d'Or, ensuite à la brasserie Mokaf. Ce déplacement lui a permis d'échanger avec le responsable des dites entreprises, ce qui lui a permis de connaître les difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées afin de soumettre ces problèmes sur la table du gouvernement pour que des solutions idoines leur soient trouvées. En commentaire, c'est que nous sommes ravis au niveau de la Mokaf d'avoir accueilli la délégation de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, ravis pour qu'ils viennent s'enquérir des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, des problèmes que nous rencontrons, mais au-delà des problèmes, nous avons aussi des objectifs, des ambitions, des projets, et puis des éléments de réussite et de satisfaction. Donc nous avons pu, après une visite de terrain, montrer les dernières innovations que nous avons faites en termes d'investissement sur notre outil de production. Monsieur le ministre a pu rencontrer les équipes également et s'entretenir avec eux. Et puis nous avons fait ensuite un débriefing pour présenter nos points forts, nos perspectives, et puis également demander de l'aide, de l'appui pour les points qui sont un petit peu plus compliqués dans notre activité quotidienne. Autre fait de l'actualité, la Fondation Cynthia Bouvier-Garzon a organisé une conférence de presse à son siège le mercredi dernier. Cette conférence de presse a permis aux journalistes de poser des questions pour organiser également une formation à l'endroit de ces membres de la dite fondation. C'est la présidente qui a ouvert le lancement de cette séance de formation. Suivez ce reportage avec Obed Koyamele et Cheryl Malemassa. Cet atelier de formation qui a regroupé plus d'une dizaine de bénéficiaires de la Fondation Cynthia Bouvier-Garzon a pour objectif de les initier sur l'informatique afin qu'elles comprennent son importance dans la société et dans la vie active. La présidente de cette fondation nous livre ici ses impressions à la fin de cette formation. Mon objectif en lançant cette formation en informatique, c'est de permettre à nos bénéficiaires d'être autonome, parce qu'une femme qui sait créer son adresse mail, une femme qui sait faire des recherches sur Internet, c'est une femme qui est ouverte au monde entier. Mais une femme qui est démunie de toutes ces informations, c'est une femme qui dépend des autres. Voilà pourquoi j'ai fait une demande auprès de l'entreprise Montre Hermès en Suisse, qui nous ont fait les dons des ordinateurs. Et maintenant, nous lançons cette formation. Ce que je recherche à travers cette formation, c'est de rendre autonomes les bénéficiaires et de leur communiquer les données que moi, j'ai eu à faire. Quand je suis arrivée en Europe, je n'avais pas de diplôme quoi que ce soit. Mais j'ai eu à faire des formations, que ce soit en France ou en Suisse. Je me suis formée. Et aujourd'hui, à travers les formations que je lance ici, je veux permettre à ces jeunes filles, oui, c'est arrivé, oui, elles ont été violées, mais elles peuvent aussi devenir les femmes leaders de demain.
Jusqu'à aujourd'hui, sans vous mentir, en République centrafricaine, j'ai pas eu une seule financement. À chaque fois que je dépose une demande de financement, par magie, nous ne sommes pas retenus. Pourtant, nous répondons à toutes les exigences auprès des organisations internationales qui sont sur place, mais nous n'avons pas décroché de financement. Donc, ça fait 4 ans que nous roulons sur le fonds propre et avec l'aide de quelques personnes de bonne foi qui sont en Suisse. Mais au niveau de la République centrafricaine, aucun, zéro, depuis 4 ans. Le message que j'ai à lancer, ce n'est pas aux gens de gouvernement, c'est au président de la République. Il y a de cela 2 ans, je suis allée le voir. Il nous a donné sa parole qu'il voulait travailler. Il va nous aider à travailler davantage pour aider ces femmes. Depuis lors, nous n'avons pas eu de retour. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le développement du pays. Je demande vraiment au président de la République de jeter un œil, pas que sur mon organisation, mais sur les organisations qui se battent en silence pour aider les femmes qui sont laissées pour compte. Toujours dans ce journal, le représentant de la Banque mondiale en Centrafrique, Guido Ruragua, s'est conféré ce jeudi 5 juin 2025 au sein de la dite représentation avec les journalistes des médias publics et privés à travers un café relatif aux avancées significatives des différents projets réalisés et les perspectives, notamment dans le domaine des investissements du secteur du transport en République centrafricaine. Nous aurons cette nouvelle grâce au prince Koyagbele, Ken Priva Lukundu et Junior Prince Maliavo. Le représentant de la Banque mondiale en Centrafrique a tenu ce jour au sein des locaux de la dite institution un café de presse qui regroupe tous les professionnels des médias publics et privés. Ce café de presse avec les journalistes est de faire le point sur l'historique, les avancées significatives des différents projets réalisés et en cours de réalisation, notamment dans le secteur des transports en République centrafricaine. Cette rencontre a permis, entre autres, aux conférenciers de dégager les investissements dans le domaine du désenclavement extérieur ainsi que de volume d'investissement de transport en RCA. Le représentant de la Banque mondiale se dit satisfait du portefeuille actuel de la Banque mondiale en Centrafrique. Nous sommes conscients que la Banque mondiale n'est pas le seul bailleur qui investit dans le transport. Donc nous sommes là pour nous compléter les uns les autres. Nous avons par exemple la Banque africaine de développement, nous avons l'Union européenne, nous avons les bailleurs arabes qui financent aussi les projets d'infrastructure. En fait, nous tous, nous nous complétons. Donc, on ne va pas aller, par exemple, demander à la BAD de nous donner de l'argent pour faire un projet. Par contre, nous discutons, nous voyons ce qu'ils font et nous faisons quelque chose d'autre ailleurs qui va compléter les investissements. Donc, nous partageons pratiquement le terrain. Voilà. Maintenant, en interne, est-ce qu'on peut augmenter les ressources? Chaque année, en fait, on le fait. On a des ressources, bon, ça c'est un sujet à part qui est très long. On a beaucoup de ressources, même en interne à la Banque mondiale. À chaque pays, on donne des ressources au début du mois de juillet pour 3 ans. Et on sait sur 3 ans combien on va dépenser pour ce pays-là. Mais ce sont des ressources, je dirais, de base. En cours de route, on peut toujours demander des ressources supplémentaires si les projets marchent bien. Il faut que le projet marche bien. Et là, pour votre information, pour la RCA, c'est l'un des pays dans la région, du moins en Afrique centrale, où les projets marchent relativement bien. Et nous avons pu mobiliser des ressources supplémentaires en cours de route. Je donne un exemple. Le projet Puric. C'est un projet qui au départ était financé à hauteur de 75 millions de dollars. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'ajouter 40 millions de dollars. Cela parce que le projet marche bien, d'une part. D'autre part, parce que le besoin est là. La cherté des produits pétroliers a fait que les ressources initialement allouées ne permettaient pas de couvrir tout le projet jusqu'à la frontière soudanaise, à Moudafok. Maintenant, nous avons pu mobiliser des ressources supplémentaires. Donc, on fait tout notre possible pour mobiliser d'autres ressources. C'est fait constamment, en interne, mais
pour compléter aussi ce que les autres bailleurs font. La Cour pénale spéciale a organisé hier mercredi 4 juin 2025 une conférence de presse à Bangui à l'occasion de la journée de la francophonie sur la justice internationale. Cette conférence a regroupé les professionnels des médias, les étudiants en droit ainsi que les magistrats. Le point avec Yannick Boubinam et Alvin Bombari. Ce moment a permis à la conférencière Dr Rebecca Bouao, venue de la RDC, de parler sur la violence faite aux femmes en période de conflit dans le pays. Et ces femmes attendent encore la justice et la réparation en prenant l'exemple de son pays, la RDC. Selon la conférencière, la RCA dispose déjà d'un dispositif fondamental qui est la Cour pénale spéciale. La question de la justice transitionnelle est une question universelle. C'est une question fondamentale. En ce qui concerne la RCA, nous avons déjà un dispositif fondamental qui est mis en place. La Cour pénale spéciale qui a commencé ses travaux à maturer et aujourd'hui est une expression de ce qu'on appelle la résilience. Elle a commencé à rendre les condamnations et ce qui est aussi intéressant, et c'est que la CPS a commencé également à vivifier ce qu'on appelle le droit à réparation pour permettre aux victimes des violences sexuelles de guérir et leur accorder en appui une assistance judiciaire au travers des avocats pour qu'elles puissent, ces victimes-là, hommes comme femmes, j'insiste toujours parce que ce sont les hommes et les femmes, il n'y a pas que les femmes, même si elles sont majoritaires, les hommes aussi, pour qu'elles puissent avoir accès à la justice. Parce que briser le silence, c'est cela. À la fin de cette conférence, l'Association des magistrats internationaux francophones a remis un tableau à la conférencière pour sa participation à la journée de la francophonie sur la justice pénale internationale. Le journal se poursuit. La remise officielle de 22 fauteuils médicalisés offerts par l'association Awatol Solidarité Internationale de Centrafrique au centre hospitalier de communautaire Mamadou Michien et le centre des grandes endémies de PK24 a eu lieu ce jeudi à l'hôpital communautaire en présence du docteur Jean-Baptiste Madoundi, directeur des soins et représentant du ministère de la Santé et de la Population, docteur Pierre Somsé. Nous vous donnons l'occasion de suivre plus des explications à travers ce don. Je suis centrafricain, mon association aussi est centrafricaine. On sait que le pays avait des difficultés dans plusieurs domaines, dont la santé. Le problème, c'est que jusqu'à présent, nous, on a seulement œuvré dans le domaine de l'éducation et solidarité. Nous, on s'est rendu compte qu'il faudra qu'on apporte quand même notre contribution pour soulager nos parents, la population et surtout l'hôpital, la santé, qui souffre du manquement au niveau des équipements. Donc ça, c'est la contribution qu'on a voulu mettre en place. Et ça a été effectif, ça a été difficile, mais ça a été effectif. On a toujours réalisé des actions. On est une petite ONG. On ne fait pas de publicité, mais on a réalisé des actions. Donc, on avait dit tout à l'heure, quand on était avec le représentant du ministre de la Santé, qu'on fera tout pour doter, on a encore des équipements qui sont là, on fera tout pour doter les autres établissements au niveau de Bangui. Et si on a encore cette énergie qu'on a, on va essayer de voir avec nos partenaires au niveau de France si on ne peut pas encore récupérer d'autres équipements pour les acheminer ici à Bangui. La seule difficulté qu'on a ici chez nous, c'est qu'on n'est pas un pays où il y a le port. Donc ce qui fait qu'on peut avoir facilement les équipements, mais souvent c'est le transport qui fait défaut. Mais maintenant avec ce qu'on a réalisé, je pense que d'ici demain, on va voir le ministre de la Santé pour dire, voilà, on a des équipements là-bas, est-ce que vous pouvez nous aider à les amener? Et si ce tableau-là est favorable, je pense qu'on sera capable de répondre à cette question-là. Dans le cadre d'une visite de site réservé au projet de la construction du nouvel aéroport, l'entreprise américaine Aigle Business Solutions a effectué
une mission le mardi dernier à Boili Poste afin de commencer les activités dans le temps indiqué par les experts. Reportage signé Lakwe Eroulin Mandekouzu. La visite des sites réservés à l'aéroport, un projet signé entre le gouvernement et l'entreprise American Eagle Business Solutions qui a pour but non seulement de créer une main-d'œuvre équilibrée, surtout en cette situation où les villageois n'ont que la terre pour cultiver, ceci d'une manière traditionnelle qui ne génère pas assez de revenus, mais également d'attirer plus d'investisseurs en termes de réservation et autres. Vraiment, je ne sais pas, c'est comme les Anglais disaient high class. Si vous comprenez l'anglais, ça dit haute classe, quoi, de plaisir que nous avons pour ce village de Manjou-Didango, parce que c'est un projet qui est en train, selon le PDG, et j'étais avec lui, il a eu à me dire qu'il va recruter plus de 2800 jeunes de chez moi. Je sais comment vraiment dire merci à Dieu d'abord et merci à ce projet-là qui est en train de faire sortir mes jeunes de ces brigandages, de ces vols de bêtes, de ces désordres dans mon village. Chaque samedi, je regroupais tous mes jeunes, je les instruisais, je les amenais à toute fois alors me laisser le vol à côté et prendre la houe. S'ils prennent la houe, ça c'est l'avenir du pays. Et maintenant, heureusement que le projet américain là nous est arrivé pour construire l'aéroport, on est sûr que cette population serait prête à recevoir leurs voisins, ceux qui viendront d'autres villages, et eux-mêmes ils vont s'entreprendre. Le chômage étant réduit pour l'heure, les jeunes villageois s'orientent vers le sarclage, le désherbage et autres manœuvres pour gagner dignement le pain quotidien, l'unique moyen pour s'auto-prise en charge. Vous êtes trop jeunes, voyez vos frères là. Ils sont là, il y a quelques-uns qui sont là, ils vont transmettre aux autres que mon grand frère le journaliste nous a dit de ne pas prendre les drogues, se réserver en soi pour préparer son avenir, c'est-à-dire être demain capable de prendre la route, travailler 48 heures ou 12 heures, non, 8 heures de temps. Et le soir, je reviens avec l'argent en poche pour donner à maman pour entretenir mes enfants. Ça, c'est un conseil. Quelques-uns sont là et je vais toujours organiser, comme je vous ai dit au début, tous les samedis, je prends mes enfants, ma population et je les instruis comme ça. De prime abord, ce nouvel aéroport que l'entrée est positionnée à Bogoula, selon les experts, s'étend jusqu'à Manjo et Bangunda, village situé à 15 km de Boili Poste. Le centrafricain financé par la Banque mondiale, conduite par M. Kodjo, s'est rendu dans la préfecture de la Lobaye du 27 au 31 mai 2025 pour le suivi des activités menées à Pissa, Mbaiki et Boganangon. Reportage de Sonia Mokpengia et Albert Bombari. Le projet EPENBA est un projet du gouvernement centrafricain qui a pris le relais du projet Lundo dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre afin de créer de l'emploi temporaire aux populations environnantes. Ces activités se sont déroulées notamment dans la Lobaye, à Pissa, Mbaiki et à Boganangol. Le projet EPENBA a déployé ses équipes ici dans la commune de Boutelossi, c'était le 13 janvier 2025. On a démarré les activités par le recrutement des chefs d'équipe et ensuite on a fait la loterie pour les bénéficiaires. On a recruté au moins 250 bénéficiaires pour la première rotation. Et secondo, on a fait encore la deuxième phase avec les 250 bénéficiaires. Donc on totalise présentement 500 bénéficiaires dans la commune de Boutelossi. On a généralisé présentement presque 28 km entretenus pour travaux IMO avec les 500 bénéficiaires du projet. Oui, le respect du code de bonne conduite, ça a été respecté par les chefs d'équipe et les bénéficiaires, tout en sachant que les horaires de travail et les ports de kit sont respectés. Suivez le coordonnateur national du projet EPENBA sur ces activités. Nous travaillons la main dans la main autour des plans de développement local et nous mobilisons toutes les parties prenantes à suivre, à apporter, à être impliquées dans la mise en œuvre de ce projet.
des infrastructures qui vont être construites, mais surtout à faire ce travail de conscientisation, ce travail auprès des citoyens pour que la question de la cohésion sociale soit la chose la mieux comprise et que l'inclusion soit au cœur de nos activités. Et récemment, nous avons fait un travail avec les ministères sectoriels concernés pour faire la mise à jour du canevas d'élaboration du plan de développement local en Centrafrique. Notons que le projet EPENDA a embauché plus de 1500 jeunes désœuvrés dans les différentes localités de la dite préfecture. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal de la soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction. Surtout, bonne fête de Tabaski par anticipation. Au revoir et à la prochaine.